Bonjour, l'émission Tête d'affiche qui vous est présentée aujourd'hui est le regard d'une journaliste de la diaspora en France depuis 30 ans qui cherche des réponses aux questions qui nous interpellent. Nous irons au-devant des personnalités, hommes ou femmes du monde économique, politique et social, recueillir leurs propos sur des questions qui nous concernent tous. Pour cette première, nous avons rencontré M. Issa Chiroma Bakary, ministre de la Communication du Cameroun, qui a su se prêter au jeu de questions-réponses sans détour, s'il vous plaît. Pour vous, que de suspense, de belles surprises. Regardez. Bonjour Excellence, je suis Cécile Api, journaliste de la diaspora en France. Je précise que je n'ai pas reçu d'instructions concernant les thèmes de l'interview, ni les questions à l'avance. Je vous en félicite. Je sais que vous êtes un homme cultivé, un humaniste qui maîtrise les grandes problématiques actuelles. Toutes ces qualités suscitent forcément un intérêt et donnent envie aux journalistes de la diaspora d'en savoir plus sur vous et vos réalisations au Cameroun et au ministère de la Communication. Voici ma première question, Monsieur le ministre. Pouvez-vous nous dire brièvement quelles sont vos missions au sein du ministère et d'une part et d'autre part, est-ce que vous serez le porte-parole du gouvernement? Très bien, madame. D'abord, je vous remercie infiniment. Les missions du ministère, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication est responsable de l'organisation de la communication gouvernementale de manière générale, qu'il s'agisse de la presse privée comme de la presse publique. Parce que dépositaire aujourd'hui de l'éthique de la déontologie, parce que la presse a pour mission naturellement d'informer, d'éduquer et de divertir dans le respect de l'éthique et de la déontologie, dans le respect de la protection même des fondamentaux de la nation, fondamentaux de la nation que sont la paix, l'unité nationale, la concorde et puis la construction de la richesse, parce que quand je suis arrivé, l'une des missions fondamentales que le président de la République, son excellence Paul Biya, m'a confiée, consistait à dire donc faites également de la communication un instrument au service de la construction de la prospérité, un instrument au service du développement. Voilà donc en gros ce que fait le ministre de la Communication, organiser la communication gouvernementale. Le président de la République a l'habitude de dire faites et faites savoir. Vous savez, sans la communication, rien ne se fait. Quel que soit, comment dirais-je, le déploiement d'un ministre, quelles que soient les réussites, les prouesses d'un ministre, si le peuple détenteur de la souveraineté qui a confié son destin au président de la République n'est pas au courant de ce qui se fait, eh bien, il ne se fait rien. Il ne se passe rien. C'est pour cette raison donc, que le ministre de la Communication a également donc, cette responsabilité de dire ce qui se fait. De manière générale, chaque ministre a pour mission naturellement de faire et de faire faire. Mais la communication étant cet instrument transversal, c'est-à-dire qui concerne tous les départements ministériels, le ministre de la Communication étant celui-là qui est en contact avec les radios, les télévisions, la presse écrite, la presse cybernétique, il va sans dire que la communication au niveau d'un seul département ministériel, c'est-à-dire le ministre lui-même ou bien le responsable de la cellule de communication mis donc à sa disposition, placé sous sa responsabilité, parfois cette seule institution ne suffit pas. Moi, ma mission consiste également à être à l'écoute H24 de ce qui se dit à travers la presse. Et c'est donc pour cette raison dont est-qualité, c'est-à-dire de par ma fonction, je réagis. Si d'aventure il y avait une information qui venait de prendre corps, mais qui n'est pas conforme ou qui ne décrit pas exactement la position gouvernementale, qui ne décrit pas exactement l'état d'esprit ou bien la réalité telle que perçue par le ministre en question, la responsabilité du ministre de la Communication, naturellement, consiste à aller au-devant de la scène pour rectifier, pour apporter un supplément d'information de telle façon que la position gouvernementale soit donc sue à chaque instant. C'est donc pour cette raison le caractère transversal, le fait que l'organisation de la communication gouvernementale est échue en partage au ministre, c'est ça qui fait donc de facto, je relais pour amplifier la position gouvernementale de manière générale.
Voilà ce que je pourrais donc vous dire s'agissant donc des missions. J'ai été frappée déjà il y a quelque temps en venant en vacances de trouver dans des kiosques, j'appelle ça kiosque ou maison de presse, au moins 100 éditions de journaux. Et ça, j'étais très heureuse, agréablement surprise. Et puis je me suis dit, parce qu'il y a quelques années, c'était que Cameroun Tribune. Ou alors un messager. Il y en avait des Cameroun Tribune et messagers. Oui, voilà. Oui, je crois que s'il est une chose dont nous pouvons être fiers, et à tout seigneur, tout honneur, il faudrait rendre donc au président de la République, le président Biya, l'honneur d'avoir pris cette décision, de faire en sorte que la presse soit libre. La presse au Cameroun, elle est libre. Elle est tellement libre que parfois, elle franchit des Rubicons. Il n'y a plus de limites, puisqu'elle est parfois, malheureusement, elle n'informe pas, elle désinforme. Et les journalistes, malheureusement, c'est une petite poignée, chaque fois que je les rencontre, je dis, qui sont carrément devenus des instruments au service des puissances, des pouvoirs occultes. Des journalistes sont devenus pratiquement des mercenaires. C'est des gens que l'on recrute pour dire et faire dire, n'est-ce pas, des choses qui vont dans le sens de l'attente et des intérêts des uns et des autres. Malheureusement, mais je dis bien, c'est une infime minorité. Alors, la presse au Cameroun, c'est une presse vraiment libre, une presse vraiment vigoureuse. Vous avez 600 titres de parutions différentes. J'étais modeste. 600 titres de parutions différentes. Vous avez aujourd'hui une centaine de radios libres, absolument libres. Le gouvernement n'a aucune intention, aucun intérêt à contrôler la ligne éditoriale d'une presse quelconque, s'agissant donc de la radio. Vous avez aujourd'hui 14 télévisions privées, complètement libres. Depuis que vous êtes au Cameroun, vous suivez naturellement les débats dans ces télévisions. La liberté de ton parfois... Et même en France, on suit CRTV, oui, tout sur le câble. La liberté qu'il y a, que ces journalistes s'octroient, se donnent, parfois va à l'encontre même de la déontologie de leur métier. C'est dommage. Et c'est pour cette raison que dans le cadre des États généraux que nous organiserons dès que le président de la République en conviendra, oui, nous entendons naturellement mettre de l'ordre. Pas moi en tant que ministre, mais je dispose donc de l'autorité nécessaire pour faire venir ceux qui disposent de le savoir, ceux qui peuvent, n'est-ce pas, du haut de leur savoir, éclairer jusqu'à résonance ce qu'est le journalisme au niveau de la presse écrite, au niveau de la radio, au niveau de la télévision, au niveau de la presse cybernétique. Ceux-là qui savent de par le monde, vous, de la diaspora en Europe, vous serez sollicités. Le président m'a prescrit naturellement d'aller à la rencontre des journalistes de qualité de par le monde, en Europe, c'est-à-dire en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Qu'est-ce que ceux-là viennent un peu nous éclairer? Les professionnels de la chose, là où la presse est respectée, la dignité de l'homme est respectée par les professionnels. Alors, donc, nous allons faire ça. Alors, tout ceci pour revenir à votre question, la presse au Cameroun, elle est libre. Et aujourd'hui, je pense que ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Il n'y a pas de débat à ce sujet. La presse au Cameroun, elle est libre, mais cette liberté mérite quand même d'être encadrée par les lois, par une réglementation, par des principes moraux, spirituels, intellectuels. Oui, monsieur le ministre, la presse camerounaise remplit-elle les missions, vraiment les missions d'éducation, de formation et de divertissement, comme vous venez de le dire? Expliquez-moi, comment faire pour que la population en général et les jeunes en particulier s'intéressent aux médias, à la presse, surtout qui est un moyen d'éducation? Est-ce que la presse s'acquitte de sa mission? Je vous ai dit, lorsque on vous donne une licence pour exercer dans quelque domaine que ce soit, vous avez un cahier de charges, vous avez une responsabilité. Je vous dis informer, éduquer, divertir. Ça fait partie donc des missions, j'allais dire des missions régaliennes, dont la presse est investie de manière générale. Est-ce qu'elle s'en acquitte? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement n'interfère pas. La liberté reconnue à la presse, elle est là, et cette liberté, elle est pratiquement totale. Alors, une presse
la radio, la télévision, la presse écrite, comme la presse cybernétique, est financée par la publicité. C'est la publicité qui fait que la presse marche. Vous le savez très bien, vous qui êtes dans la phase de création d'une télévision, et bravo, une femme qui crée une télévision a vocation. Et j'ai déjà créé un magazine de la diversité, très bien, qui marche très bien. Bravo. Alors, donc, dans ce cadre, donc, je dis que dès lors que cette presse est confrontée aux problèmes existentiels pour son financement, il va sans dire qu'elle fait plus du commercial que de l'éducation, incontestablement, puisque la concurrence est très rude. Pas, les annonceurs ne sont pas illimités. Aujourd'hui, dans la perspective d'une crise économique aussi aiguë, nous sommes en train d'en sortir naturellement. Alors, ce qui fait donc que le gâteau à distribuer aux radios, télévisions, presse écrite, où ce gâteau il est là constant, ou aujourd'hui ce gâteau a tendance donc à diminuer. Donc la concurrence est acerbe pour les organes de communication. Donc ceci pour dire que mon impression aujourd'hui, il y a beaucoup plus du commercial, beaucoup plus du divertissement et autres que la fonction d'éducation. Mais, je vous ai dit, dans le cadre des États généraux, nous allons reprendre tout ça en main parce que l'éducation va dans le sens de ce que je vous disais, pour protéger la paix, la promouvoir, protéger l'unité nationale, la promouvoir, et faire en sorte que les fondamentaux de la nation soient promus, soient préservés, soient respectés. On pourrait aussi aborder la presse comme en tant que pédagogique, en faisant des ateliers presse aux élèves. Pourquoi pas, comme ça se passe en Occident? Oui, bien sûr. En temps libre. Oui, bien évidemment, vous venez en Occident, vous avez tendance à faire une projection. Oui, vous savez, ce n'est pas une mauvaise chose que de regarder d'abord ce qui se fait ailleurs, de bien, ensuite de copier ce qui se fait de bien. De bien. Ouais, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles. Il faut organiser des ateliers d'éducation. Des ateliers d'éducation. Mais une fois de plus, ça, dans votre métier, il faut produire. Pour produire, il faut avoir les moyens. Est-ce que ces presses radio, télévision ont des moyens pour aller produire une fois qu'ils auront donc produit et diffusé? Est-ce que c'est suffisamment attrayant, attractif pour la chaîne, pour radio ou télévision? Parce que l'objectif que... N'oubliez pas une chose, madame, c'est des opérateurs économiques qui ont investi dans la radio, dans la télévision. Ils n'ont pas investi à fond perdu. Ils investissent aussi pour faire de l'argent. Alors, les ateliers qu'ils vont organiser, qu'ils vont préconiser et projeter, ne trouveront de grâce à leurs yeux que si ça augmente l'audimat. Et en augmentant l'audimat donc au niveau de leur organe, ça devient donc attractif pour les annonceurs. Ça leur permet donc d'avoir un peu de... Une fois de plus, le cercle est vicieux. Hein. Oui. Le cercle est vicieux. Et faire l'éducation, ils en font, mais pour autant que ça concourt à asseoir, comment dirais-je, leur but, à savoir quand même faire de l'argent. Oui, on nous dit à l'école, il faut quand même assurer l'autonomie et l'indépendance de la presse et permettre sa vénalité, mais d'un autre côté, on ne sait pas s'il y a un excès. Bon. Ça nous amène à notre question, à savoir quels sont vos objectifs à atteindre et quelles sont vos réalisations en matière des grands chantiers de la communication et de la presse au Cameroun? Bon, quels sont les grands objectifs? Nos objectifs sont connus. Je vous ai dit, d'abord, premièrement, la presse doit être un instrument au service de la construction de la richesse. C'est l'objectif fondamental. Faire en sorte que la presse soit un instrument au service de la construction de la richesse. C'est d'abord là l'objectif majeur. Alors, mon chantier aujourd'hui consiste donc à faire en sorte que tout ce qui relève de ma compétence soit réalisé dans le respect, comme on dit, de règles de l'art. Il faut absolument que tout ce qui relève de la communication, tout en respectant naturellement l'éthique, la déontologie, se fasse donc dans le respect de l'art. Alors le chantier, naturellement, c'est faire en sorte que les professionnels de la communication exercent
le métier de communicateur. Tel n'est pas le cas, madame. Ce côté, il est très difficile. Hein. Qui est journaliste, qui n'est pas journaliste? C'est la question. C'est la question. L'un des chantiers vraiment sur lesquels je focalise mon attention aujourd'hui, c'est la professionnalisation. Et les cartes de presse. La professionnalisation. Qui doit détenir la carte de presse? Qui est habilité à donner la carte de presse? Vos journalistes, il y a aujourd'hui un point sur lequel vous revenez en permanence, la dépénalisation de délits de presse. À quel moment est-ce qu'il faut dépénaliser? Est-ce que la presse est suffisamment mûre? Est-ce qu'elle est suffisamment responsable pour pouvoir s'autoréguler au point de ne pas avoir besoin d'un élément régulateur législatif? Alors, aujourd'hui, le débat, il est là. La liberté de la presse. Nous nous organisons pour faire en sorte que, dans les jours à venir, nous nous organisons pour que la presse se prenne en main. Je vous ai dit au départ que vous avez beaucoup de mercenaires qui se sont infiltrés dans ce métier-là. Il faut absolument les identifier et puis les neutraliser et puis les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils n'exercent pas ce métier noble qui est le vôtre. D'autres chantiers, naturellement, le ministre de la Communication a la responsabilité de faire en sorte que, par exemple, la CRTV, qui est un instrument au service de l'État, ait une couverture nationale. Aujourd'hui, la CRTV éprouve d'énormes difficultés. D'abord, simplement parce que le temps est passé par là. C'est des équipements qui connaissent de l'obsolescence, c'est des équipements qui ont, pour certains, qui ont dépassé la limite d'âge de l'existence. L'autre chantier du ministre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces instruments, la SOPECAM est confrontée au même problème. La responsabilité du ministre donc consiste à faire en sorte que ces équipements, ces instruments de communication par leurs équipements soient mis au goût du jour. Ce qui nous amène à la question sur les nouvelles technologies de l'information et la communication. Nous sommes quand même dans l'ère de la globalisation de l'information. Comment pensez-vous améliorer les nouvelles technologies de l'information au Cameroun, Internet au débit, numérique, multimédia, réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Dailymotion et tout ça? Parce que franchement, on a du mal. C'est vétuste, c'est lent, la lenteur, le bas débit, c'est vraiment quelque chose à faire. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes. D'abord, il y a quelque chose qui s'impose à nous, chère madame, c'est le passage de l'analogique vers le numérique. Tout à fait. L'institution internationale qui gouverne donc ce domaine a prescrit à tous les États de passer inexorablement de l'analogique vers le numérique. Le numérique aujourd'hui s'impose partout. Tout à fait. Mais le numérique a un coût. Lorsque vous prenez un pays, n'importe lequel pays africain, confronté à des difficultés économiques énormes, qui a pour mission de faire en sorte que le citoyen le plus humble arrive naturellement à faire joindre les deux bouts. Un tel État confronté à une telle difficulté a plus tendance à faire en sorte que le citoyen trouve de quoi manger et boire. Donc le peu dont nous disposons est d'abord à une priorité, va vers ce qui est fondamental, ce qui est indispensable. Évidemment, il y a l'autre pression. Le monde, lui, comme il avance, comme il n'attend pas, il nous dit qu'il faut respecter les clauses. En 2015, il faut absolument avoir numérisé. La numérisation a un coût. Donc, les technologies donc, de l'information et de la communication, le gouvernement y prête une attention particulière. Aujourd'hui, vous avez la fibre optique. La fibre optique qui est en train d'être installée partout au Cameroun. Je pense que d'ici, je ne suis pas les travaux au niveau du ministère des Postes et de Télécommunications. Je pense que dans un an, probablement maximum 2, la fibre optique sera donc une réalité au Cameroun. Et avec la fibre optique, c'est la révolution dans tous les domaines. Le haut débit et tout ce que vous venez de citer tout à l'heure, madame, qui relève de la modernité,
sera une réalité au Cameroun parce que nous avons des supports de communication update, c'est-à-dire suffisamment modernes pour permettre à la communication gouvernementale, en particulier la communication au Cameroun en général, cette communication sera au goût du jour parce que nous aurons donc cette fibre optique avec toute sa magie, avec toutes ses capacités, et vraiment quelque chose au goût du jour. Nous ne le faisons pas au rabais. Vous savez, ça c'est l'option du chef de l'État. Chaque fois qu'il faut faire quelque chose, vraiment, on prend le pari, on fait le pari, le défi donc d'être au goût du jour. Donc cette technologie, le gouvernement l'a à cœur. Cette technologie, le gouvernement est en train de le traduire concrètement dans les faits, de telle façon que, évidemment, il y a la fracture ou la rupture numérique. L'Occident nous impose aujourd'hui une vitesse d'évolution qui a coupé le souffle, parce que je disais tout à l'heure, entre acheter un sac de riz et puis peut-être une espèce de puce, le choix du gouvernement est clair. Donc le gouvernement suit l'évolution naturellement, mais à son rythme. C'est surtout ce qu'il faut comprendre. Le gouvernement fait tout à son rythme, au prorata des capacités, des pouvoirs de financement qui sont ceux du gouvernement. Ok, comme le Sénégal qui a actuellement une réelle avancée. Oui, nous savons que le Sénégal a pris plusieurs longueurs d'onde, plusieurs longueurs. Mais vous savez, le Cameroun reste le Cameroun. Lorsque le Cameroun décidera naturellement de prendre le terreau par le corne, et c'est le cas aujourd'hui, le Cameroun va non seulement rattraper, mais probablement occuper sa place. Voilà, c'est bien. La conférence internationale Africa 21 s'est tenue à Yaoundé au Palais de Congrès du 17 au 19 mai 2010. Quels sont les défis et les opportunités de l'Afrique de demain selon vous? L'Afrique, enjeu pour tous dans le sens de la croissance économique, démographique et des nouveaux acteurs internationaux, a-t-elle une chance à saisir? Je dirais que dans le cadre de la célébration du cinquantenaire, le président de la République a eu ce coup de génie de donner un sens. Parce que vous savez, la fête c'est bien, mais poser des actes qui vous permettent, des actes qui sont des actes d'investissement, c'est encore mieux. Africa 21, la conférence donc voulue aujourd'hui par le président de la République, et c'est une interpellation forte de l'élite intellectuelle nationale et internationale, de tous ceux-là qui aiment l'Afrique, à s'interroger, eu égard à la globalisation du monde aujourd'hui, quelle est la place de l'Afrique au XXIe siècle? Nous vivons dans un monde globalisé, dans un monde de compétition globale. Quels sont les défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée? C'est d'abord le défi que tous nous connaissons, naturellement, c'est le réchauffement climatique. C'est le changement des climats. Mais il y a d'autres défis. Vous savez, le monde est une jungle. Et dans la jungle, où on vous bouffe, où vous bouffez. C'est-à-dire que où vous êtes proie, où vous êtes prédateur. Alors, dans cette globalisation, quelle est la place de l'Afrique? Pas la place seulement du Cameroun. Quelle est la place de l'Afrique? Nous voyons comment les grands ensembles se constituent et s'organisent. Aujourd'hui, l'Amérique s'organise de manière globale. Vous avez l'Europe qui s'organise de manière globale. Vous avez l'Asie qui s'organise de manière globale. L'Afrique ne peut pas échapper à cette contrainte-là, à ce défi-là. Et c'est pour cette raison donc la conférence, par exemple, de Yaoundé a eu le mérite, naturellement, d'interpeller l'élite intellectuelle. Et le président de la République a fait venir des savants de par le monde, de tous les continents, pour qu'ils éclairent, pour qu'ils disent quelle est leur vision du monde, d'abord, en général, et quel rôle l'Afrique doit jouer dans cet ensemble-là. Alors, en conclusion, tout le monde sait que l'Afrique, de par ses richesses incommensurables encore non explorées, de par les potentialités humaines dont elle dispose aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui détient quand même le second poumon de l'humanité en matière donc comment ça se dit encore, vous savez, le bassin de Congo, c'est le second poumon de l'humanité. Alors l'Afrique donc c'est vraiment
l'avenir de l'humanité. Parce que l'Afrique dispose de tellement d'atouts que l'Afrique va tirer vers le progrès. Parce que disposant aujourd'hui de potentialités énormes, inexplorées. Aujourd'hui, il y a eu un décentrement économique qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'Asie qui tire le monde vers le développement. Mais demain, eu égard à toutes les richesses, à toutes les potentialités dont nous disposons aujourd'hui, le monde est persuadé, les économies sont persuadées que le progrès de l'humanité sera donc, comment dirais-je, l'Afrique contribuera à tirer le reste de l'humanité vers le progrès. Donc l'Afrique est un atout majeur. Tout à fait, un énorme atout potentiel en ressources humaines, ressources naturelles, richesses humaines. Et sa jeunesse, ses marchés potentiels et avérés. Pour réussir ce défi du 21e siècle, d'ailleurs, l'Afrique a franchi son milliard d'habitants. Ce qui m'amène à la question qui me tient aussi à cœur, la malnutrition. La malnutrition, un enfant meurt de malnutrition toutes les 6 secondes, soit plus de 5 millions sur l'année. 2 milliards de personnes souffrent de malnutrition, 18 millions meurent chaque année de faim. Est-ce à cause d'une mauvaise répartition de céréales récoltées entre les hommes? Le Cameroun va importer le maïs, devenu insuffisant. Pourquoi l'État camerounais n'encouragerait-il pas les agriculteurs à la culture intensive, avec ce qu'elle comprend, le gros rendement permettant de nourrir sa population? Les paysans camerounais obtiennent-ils des subventions? Aujourd'hui, on parle des subventions dans l'Union européenne aux agriculteurs. Qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne le Cameroun? Bien, votre question, madame, elle est très pertinente. Vous avez d'abord évoqué le cas de l'Europe qui subventionne. C'est justement cette subvention qui fait problème parce qu'il n'y a pas équité dans le partage. Il n'y a pas équité au niveau, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce. Lorsqu'un État subventionne, comment dirais-je, un pan important de son économie, la compétition, la concurrence devient tout de suite biaisée. L'agriculteur africain de manière générale, l'agriculteur camerounais en particulier, est en compétition avec l'agriculteur français pour la production de fleurs, pour la production de tous nos produits d'exportation agricole, je veux dire. Mais lorsque les États européens subventionnent leurs agriculteurs dans quelque domaine que ce soit, il va sans dire que ces agriculteurs partent privilégiés par rapport aux agriculteurs africains en général, camerounais en particulier. Vous savez, madame, vous produisez le cacao au Cameroun, vous produisez le café, vous produisez les fleurs, mais c'est dans un marché globalisé que ces produits-là se vendent. On vend donc dans des bourses. Alors, lorsque les Européens, eux, ils subventionnent la production de leur cacao, comment voulez-vous que le cacao camerounais soit en compétition avec le cacao produit en France? Je parle de manière générale, je ne dis pas que la France produit le cacao, mais je prends un terme pour que vos téléspectateurs comprennent. J'avais même appris qu'il y aurait du cacao synthétique. Oui, bon, alors comment voulez-vous que... Du chocolat synthétique. Voilà, du chocolat synthétique. Comment voulez-vous que la compétition soit équitable? Parce que nous produisons du cacao, du café et autres au Cameroun. Mais c'est à Londres, à Washington, à Londres, à Chicago, je ne sais pas quel encore marché qu'on décide. Et si ces produits sont subventionnés, il va sans dire que la compétition n'est pas la même. Premièrement. Deuxièmement, vous avez dit que le Cameroun va importer du riz. C'est vrai que le Cameroun, du maïs, des céréales, des céréales. Vous avez parfaitement raison. Mais le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. D'abord, le gouvernement entend... D'abord, le Cameroun a cette chance extraordinaire d'avoir des potentialités hydrauliques énormes. Ça veut dire que le Cameroun peut faire de l'agriculture extensive. Et c'est le grenier de l'Afrique centrale. Par l'irrigation. Ensuite, par la mécanisation. Le gouvernement s'organise, madame. Ne vous en faites pas. Okay. Aujourd'hui, il y a cette dépendance. Nous dépendons de l'extérieur. Nous importons énormément. Nous dépensons beaucoup d'argent
pour importer du riz, pour importer du maïs. Vous savez, le maïs, c'est d'abord la consommation humaine, la consommation animale, la consommation industrielle, la consommation des pays voisins. Le Cameroun a cette potentialité. Mais le gouvernement a pris le taureau par les cornes, madame. Dans très bientôt, le gouvernement investit naturellement pour qu'il y ait donc une agriculture irriguée, une agriculture mécanisée, intensive, avec des produits. Nous avons des laboratoires aujourd'hui. Le département de la recherche fait des travaux prodigieux. Nous avons des laboratoires aujourd'hui qui travaillent. On arrête, si je me souviens. Voilà. Alors donc, vous savez, le ministre de la recherche fait des choses prodigieuses. Vous savez, nous avons des hommes et des femmes, nous avons des savants qui font des choses prodigieuses. Maintenant, il faudrait traduire ça concrètement dans les faits. Et le gouvernement fait tout, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour que dans très bientôt, je ne voudrais pas mettre de délai, mais c'est déjà une option gouvernementale. Le président de la République a donné des instructions dans ce sens-là, et vous allez voir comment ça va se traduire concrètement. Dans très bientôt, le Cameroun deviendra naturellement le réservoir, le grenier au moins de la sous-région en particulier, mais vraiment le grenier, parce que les Camerounais produiront suffisamment, d'abord pour la consommation du Cameroun, et ensuite pour la consommation des pays voisins, et pourquoi pas en exportation hors. Tant mieux. On va passer sur la question de prédilection qui me tient suffisamment à cœur, c'est la question de la diaspora. Bonjour la diaspora. Coucou. Bon. La diaspora, quel gâchis, titre d'un édito d'un confrère du Messager du 20 août dernier. Selon l'éditorialiste, 3 millions d'individus sont dispersés à travers la planète. Quant à moi, je dirais plutôt, je suis très positive. Comment intégrer la diaspora dans le développement de son pays d'origine? Comment faire participer cette diaspora en l'exemple de l'Inde, la Chine, le Mexique, le Sénégal, le Mali, pour ne citer que ces pays qui ont impulsé des politiques visant à amener leurs citoyens travaillant à l'étranger à contribuer au développement de leur pays d'origine. Très bien, madame. Votre question, elle est très pertinente. Merci. Il n'y a pas de développement qui ne repose pas sur le savoir. Bon, la diaspora, c'est un peu, excusez le terme, c'est un peu un fourre-tout. Tous les Camerounais de la diaspora ne se recrutent pas parmi donc, les élites intellectuelles. Il y a des travailleurs de la terre, il y a des mécaniciens, il y a ci ou ça, mais il y a aussi la fine fleur. Il y a ces hommes et ces femmes qui disposent d'un savoir certain pour révolutionner le monde, pour révolutionner leur pays incontestablement. Donc la diaspora, c'est d'abord un réservoir de savoir humain incontestable. Mais la diaspora également, de par la qualité de son pouvoir d'achat, la diaspora peut également être une source de financement, c'est-à-dire que si l'État camerounais pouvait aujourd'hui mobiliser l'épargne de la diaspora, épargne qu'on pourrait mettre au développement, parce que vous savez, développement sans investissement. Le dernier forum économique de la diaspora qui s'est tenu récemment. Voilà. Il n'y a pas de développement sans épargne. Et l'épargne, il y a d'abord l'épargne nationale. Avant d'aller emprunter dans des banques à des taux usuraires, il est préférable naturellement de faire appel aux potentialités dont nous-mêmes nous disposons. Donc, la diaspora est une chance. Mais il y a simplement aujourd'hui une espèce de décalage entre le Cameroun dans sa réalité et le Cameroun tel que perçu par cette diaspora. Il y a un léger décalage. Je dis toujours, il y a une espèce de désamour entre la diaspora et la nation et le Cameroun. Et ça, parce que, et là, une fois de plus, ça retombe un peu sur moi, peut-être que je suis en train de me vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi ce désamour? Il y a sûrement quelque chose. Oui, parce que les citoyens de la diaspora se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je disais que j'étais peut-être en train de m'auto-flageller. Oui. L'information ne circule pas suffisamment. La diaspora n'est pas suffisamment au courant de ce qui se passe. Il faudrait que l'information... Le gouvernement camerounais fait des choses prodigieuses.
incontestablement. Le gouvernement n'a pas à rougir de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas toujours très bien connu. Et de deux, vous avez des détracteurs du Cameroun qui, de l'intérieur, donnent des informations erronées, des informations travesties. Ce qui fait que cette diaspora, qui écoute aussi, par exemple, la source et le relais intérieur, ne dispose pas toujours de l'information, de la bonne information. Donc, le désamour, comme je disais tout à l'heure, est simplement le résultat d'une désinformation, de l'intoxication, du travestissement même de la réalité. Je vous donne un exemple. Le président de la République est en train de construire le plus beau monument de ces peut-être des 50 ou 100 prochaines années, le barrage hydroélectrique, le barrage de réservoir Lompanga. Oui. C'est un barrage de 7 milliards de mètres cubes d'eau, extraordinaire, capable donc de fournir de l'énergie, capable donc d'améliorer la productivité de ce qui existe. Ce sont les grands chantiers, les ambitions. C'est des grands chantiers. Avec ça, on va faire de l'agriculture irriguée. Et le nouveau port à Kribi aussi. Il y a beaucoup de choses. Alors la diaspora ne le sait pas. Et ceux qui sont à l'intérieur ne relaient pas cette information, ne mettent pas de telles informations à la disposition de la diaspora. Ce qui fait que la diaspora, elle vit un décalage considérable entre ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui et ce qu'on leur fait croire ou ce qu'on leur dit du Cameroun. C'est-à-dire que une partie de la diaspora, pas vous tous. Voilà, c'est ce que je me demandais parce que constamment sur la chaîne CRTV, vous passez dans les médias, dans les émissions et vous le dites très bien. Donc, en majorité, presque tous les Camerounais sont câblés et puis s'intéressent. Moi, j'ai appris à connaître les ministres camerounais à travers la CRTV. Je ne connaissais pas de nom, pas de visage. Et j'apprécie, je vous assure, je suis fière d'être camerounaise et j'apprécie beaucoup le bilinguisme qui est en train de se faire. Je pense que vous venez de le dire, on est l'un des pays, et je le dis, je le clame très haut, après le Canada bien sûr, à être parfaitement bilingue. Et tous les ministres, la majorité des ministres et des personnalités, les dirigeants sont bilingues. Absolument. Ça, bravo. Absolument. Alors vous avez donc raison. Maintenant, pour revenir donc à la diaspora est une source d'espoir. Le président de la République salue la présence de la diaspora où elle se trouve, mais le président leur dit votre place c'est au Cameroun. Oui. Le pays où vous vous trouvez est développé parce qu'il y a des hommes et des femmes détenant le savoir et qui ont accepté le sacrifice, ont fait ce qu'il fallait faire pour développer cette nation. Nous n'y échapperons pas. Il faudrait que la diaspora comprenne que le développement inexorablement passe par des sacrifices. Si en France où vous êtes, parce que vous gagnez par exemple 100 000 francs de plus ou 500 000 ou 1 million de plus, vous dites que vous restez, le savoir dont vous disposez, vous mettez à la place, eh bien c'est un manque à gagner pour le Cameroun. Il faudrait que vous compreniez que vous vous trouvez dans la phase où la nation a besoin de vous et du sacrifice que vous devez consentir pour son développement. Donc, et de deux, le gouvernement est en train naturellement de s'organiser et veut organiser cette diaspora pour mobiliser l'épargne de la diaspora. Il faudrait que la diaspora vienne investir au Cameroun. Et l'investissement au Cameroun est la clé même du développement. Et donc c'est pour cette raison que le gouvernement ne ménage aucun effort. Aucun effort, d'abord pour être à l'écoute de la diaspora. Ensuite, pour communiquer à la diaspora les grands objectifs, les grands enjeux. Tout à l'heure, nous avons parlé de Lompanga. Vous avez évoqué la centrale à gaz de Kribi. Il y a également le port en eau profonde. C'est des fondamentaux qui sont des fondamentaux fondateurs. C'est-à-dire, c'est des ensembles structurants. C'est des fondamentaux structurants, fondateurs. C'est des éléments qui permettent à une économie, naturellement, de s'installer de manière pérenne, n'est-ce pas, dans la croissance et dans le développement. Alors, le Cameroun a donc besoin de sa diaspora pour que son savoir soit mis à la disposition de la construction, pour que son avoir
soient mis à la disposition de l'investissement. Donc la diaspora a un rôle majeur, un rôle très important à jouer, madame. Très bien. Une question, c'est celle de la double nationalité et le droit de vote de la diaspora. La diaspora aimerait qu'on lui ôte tout sentiment d'être étranger dans son pays natal. Bon, là, le président de la République a pris déjà position. Moi, son collaborateur, je ne peux que aller dans le sens de la décision prise par le chef de l'État, à savoir que cette question de double nationalité n'est pas une question taboue. Le président de la République, au mois de juillet de 2009, est allé en France à la rencontre de la diaspora. Il a dit à la diaspora, je sais que vous aspirez à la double nationalité. Le président de la République a déjà mis en place des équipes en train donc d'étudier comment organiser cette diaspora pour que le gouvernement accède à son attente de la double nationalité. Vous savez, la double nationalité est à l'ère du temps. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'abord de l'examen de la situation, ensuite pour y accéder. Donc, la double nationalité, le président de la République a instruit son gouvernement pour que cette question-là fasse l'objet d'un examen, d'une attention particulière. Une fois donc que les équipes mises en place par le Premier ministre, chef du gouvernement, auront fini de faire le travail sera donc porté à la connaissance du président de la République et très certainement une décision sera prise. Très bien. La question de la jeunesse camerounaise m'interpelle. Cette jeunesse errante, délinquante, agressive, en perte de repères, bref, délaissée pour compte, qui ne croit plus aux idéaux de l'État camerounais, aux droits fondamentaux et droits de l'homme, du citoyen, dont le travail, droit de travail, la santé, la sécurité, le logement. Et je note que j'ai été agressée 2 fois au marché central. Le chômage des jeunes pousse la jeunesse à rechercher un Eldorado à tout prix. Cette jeunesse qui se tue dans les pirogues de fortune en traversant les océans. Cette jeunesse en laquelle je crois et qui est une manne rare en Occident du fait de la population vieillissante qu'on entend faire par rapport à la jeunesse camerounaise. Fer de lance de toute révolution, comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est le gage de la continuité, incontestablement. Alors, intégrer un fait, madame, l'État camerounais a connu la plus sévère des crises économiques jusqu'à présent. Pour que le gouvernement réalise le point d'achèvement entre le moment où cette crise de manière sévère s'est prononcée au cours des années 85-86 et le moment où nous avons réalisé le point d'achèvement au cours de l'année 2003 ou 2004, ma mémoire n'est pas fidèle dans ce domaine, il s'est écoulé au moins 20 ans. 20 ans de crise excessivement sévère. 20 ans au cours desquels les Camerounais, de manière générale, ont souffert incontestablement. Et aujourd'hui, le chef de l'État salue toujours le sacrifice consenti par le peuple camerounais pour aider le gouvernement à sortir de cette crise. Alors, on ne sort pas d'une crise sans dégâts. Et personne ne détient aujourd'hui la formule magique ou le bâton magique pour régler en 1 an, 2 ans ce qui a été éprouvé pendant 20 ans et plus, madame. La jeunesse est désœuvrée. La jeunesse est en difficulté, c'est incontestable. Mais la jeunesse doit savoir que le président de la République, j'allais dire, c'est exact, le gouvernement a pris le taureau par les cornes pour faire en sorte que cette jeunesse-là trouve un espace dans le chantier de la construction nationale. Vous savez, le rêve, l'objectif du président de la République, c'est de faire de l'État camerounais un État-nation, c'est-à-dire un État où chaque citoyen, chacun en fonction donc de sa capacité, de sa sensibilité, trouve un espace. Aujourd'hui, cette jeunesse, elle est en marge, elle ne contribue pas à la construction de la richesse, elle ne participe pas directement à la construction du devenir national. C'est incontestable, le gouvernement en est parfaitement conscient. Mais cette jeunesse doit savoir que
le développement est un processus. Le gouvernement est parfaitement conscient. C'est pour ça qu'il y a donc le président en permanence donne des instructions pour que partout il y a des niches, partout il y a des potentialités de recrutement, partout il y a des potentialités de création d'emplois. Le gouvernement n'a aucun effort. Mais ce qui est fondamental aujourd'hui, madame, c'est que la politique gouvernementale consiste à faire comprendre à cette jeunesse-là ce qui est d'abord connu. Vous savez, le gouvernement a vocation, a pour mission de créer des conditions idoines pour que chaque citoyen trouve un emploi, pour que chaque citoyen trouve une occupation qui lui permette de vivre. Mais le gouvernement n'a pas la capacité de recruter tous les chômeurs du Cameroun. Aucun gouvernement de par le monde n'a cette capacité. Mais le gouvernement est un facilitateur. Le gouvernement facilite, crée les conditions de création de l'emploi et de la richesse. Et c'est ce que le gouvernement donc fait en permanence. Peut-être ce n'est pas au rythme souhaité par cette diaspora qui est en difficulté, incontestablement. Mais, madame, je vous prie de croire que toutes les mesures sont en train d'être prises pour ça. Merci, monsieur le ministre. Une petite question qui va peut-être fâcher. Lors de la conférence Africa 21 qui s'est tenue en mai dernier, le président Ali Bongo a brisé le tabou en exhortant les États africains à l'intégration de la jeunesse, au renouvellement aux postes accaparés par les, entre guillemets, les barons. Cette jeunesse apporte du sang neuf et du souffle nouveau. Est-ce à dire qu'on devrait réfléchir sur la question du cumul de mandats au Cameroun? Le cumul de mandats, est-ce que ça n'existe pas au Cameroun, madame? Le cumul de mandats. Ou de postes? De postes électifs. Parce que si vous êtes député, vous n'êtes pas maire. C'est à l'époque qu'il y avait le cumul de mandats. Bon, maintenant, la transition générationnelle. Vous savez, madame, à tout âge, chaque être joue pleinement son rôle. La jeunesse n'est pas marginalisée comme telle. Non. Je vous ai dit une chose tout à l'heure, madame. Ne nous trompons pas, parce que ce débat ramène toujours... Pour moi, c'est vraiment l'heure, je dois partir. La dernière question sur les crises du moment, voilà. Le choléra. Voilà. Alors, votre question a tendance toujours à nous ramener vers la fonction publique, madame. D'accord. La fonction publique, c'est combien? C'est peut-être 200 000 personnes. Oui. Nous sommes 20 millions de Camerounais. Okay. Alors, donc, le gouvernement est parfaitement conscient de cette réalité. Mais je vous prie de me croire, madame. La solution passe inexorablement par l'auto-emploi. Le gouvernement, le conflit générationnel, tel que vous semblez le suggérer, renvoie toujours vers la fonction publique où vous n'avez qu'une portion congrue de citoyens employés par l'État. À ce niveau-là, le renouvellement du corps s'opère. Vous savez que du fait de cette crise, le gouvernement est resté pendant 20 ans sans pouvoir recruter. Pendant 20 ans, madame, à cause de cette crise-là. Bon, maintenant, on sort de cette crise et on recrute. Et puis le renouvellement est en train de s'opérer. Et c'est les mêmes qui sont dans les PCA, dans des grosses entreprises, qui sont les ministres, c'est les mêmes personnes. Tout ce que vous dites là, ça représente combien? Peut-être 50 postes, pas plus. Pas plus de 50 postes. Les mêmes ministres, le gouvernement, c'est peut-être une trentaine de personnes, le poste de PCA. Vous faites le procès au gouvernement à cause de 50 postes? Non, je ne fais pas le procès. Non, loin de là, non. C'est un peu... Non, je ne suis pas là pour faire le procès. Non, c'est les questions qui interpellent. Oui, non, mais c'est que, vous savez, c'est insignifiant. Il y a un PCA, la CRTV a un seul PCA. Donc, ce n'est pas pour peut-être 100 postes maximum qu'on va faire le procès au gouvernement. Ma dernière question, et je veux vraiment vous m'excuser. Monsieur le ministre, nous connaissons au Cameroun un état de crise à gérer en ce moment.
l'épidémie de choléra qui sévit dans l'extrême nord, les inondations à Douala, l'insalubrité et l'insécurité dans le 2e arrondissement Nouvelle-Kouloulou. Ajoutez à cela la corruption au Bachiche qui perdure au Cameroun. Le Cameroun tiendrait-il le flambeau puisque tout cela ternit l'image du Cameroun à l'extérieur? Le gouvernement fait tout, madame. S'agissant donc de cette épidémie de choléra qui affecte malheureusement la partie septentrionale en général, l'extrême nord en particulier. Hier encore, vous avez suivi une communication gouvernementale. Tout à fait, tout à fait. Il y a 3-4 jours, une autre communication. Le gouvernement ne ménage aucun effort. D'abord pour contrôler, maîtriser, arrêter la progression du choléra et l'éradiquer. Madame, toutes les mesures sont prises. Tous les organes censés, susceptibles de nous apporter de l'assistance dans ce domaine sont mis à contribution. Là-dessus, je pense que le gouvernement ne ménage vraiment aucun effort. Merci, Monsieur le ministre de la Communication, de m'avoir accordé en ce temps de période difficile, cette interview. Très sincèrement, j'ai eu un grand plaisir à vous interviewer librement, sans censure ni autocensure. Et cela me confirme encore dans mes idées. Vous êtes un homme au service des médias, aimant les médias, et je vous en félicite.